Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 3 mai. Au sommaire aujourd'hui, retour en images sur le Conseil de Nyon, diffusé pour la grande première fois en direct sur Nyon Région Télévision, un conseil dont on s'en souviendra certainement. En actu, on reviendra également sur les milices vaudoises, puisque pour la première fois, des femmes ont également été assermentées. On découvrira également le futur visage du Vieux-Bourg du côté de Gland. Et puis en sport, on donnera la parole au Nyon basket féminin. Et en culture, on danse avec la fête de la danse. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien, je me trouve devant l'ancien bâtiment du VVF, ici à Gland, qui s'est transformé en accueil d'urgence pour les réfugiés ukrainiens. C'est ici que s'est tenue une conférence de presse ce matin du Conseil d'État vaudois qui a fait le bilan, un premier bilan en tout cas, de la gestion de cette crise. Et puis, le centre a également organisé une visite à la presse pour expliquer le fonctionnement un petit peu de cet ancien VVF transformé en accueil de réfugiés ukrainiens. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure. Retour sur le conseil communal de Nyon, du jamais vu. Lundi soir, mise à l'écart de la politique nyonnaise depuis février, la municipale verte, Élise Beukel, suspendue de ses fonctions par le Conseil d'État, était dans la salle. Dans la salle, la municipalité s'agite et informe la secrétaire du conseil qui relaie le message à la présidente du conseil. Mal à l'aise, la présidente Valérie Mosner-Léger informe la séance et demande à la municipale de quitter la salle. Il m'est dit que Madame Beukel est dans la salle et qu'elle n'a pas le droit d'y être, me dit-on. Et donc je l'invite à bien vouloir quitter la salle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui appuie cette demande ? Je vous donne la parole. Je lis quelque chose que je découvre à l'instant. La décision de suspension par le Conseil d'État implique l'interdiction de siéger en séance de municipalité, ce n'est pas le cas, et d'assister aux assemblées du Conseil. Ok, le retrait. Oui. D'accord, c'est bien conforme à la décision du Conseil d'État. Je suis navrée de vous demander de bien vouloir quitter la salle. Je n'ai pas entendu, mais je vous demande juste d'appliquer la chose. Dans la salle, des conseillers demandent à ce que la séance soit interrompue. Et de son côté, Élise Beukel s'exprime ainsi. Je suis là en tant que simple citoyenne. Je prends acte que c'est pas ça, sinon je dois appeler. C'est clairement écrit, non ? Mais je suis là en tant que citoyenne. Mais même, c'est écrit, tu n'as pas le droit d'assister. Tu n'as pas le droit d'assister. Parce que les autres n'ont pas reçu cette décision. C'est aussi simple que ça, Élise. Soit tu appliques la décision, soit j'ai deux choix. Tu n'as pas le droit d'assister au conseil. C'est ça qui est écrit dans la décision. Par la suite, les chefs de groupe se réunissent. Élise Beukel les rejoint. Au bout de quelques minutes de dialogue, la municipale retourne à sa place, puis revient pour essayer de prendre le micro et de prendre la parole. Une tentative avortée par d'autres conseillers. Après une dizaine de minutes d'interruption du conseil, Élise Beukel a quitté la salle. Mais je te... Non. Juste dire... Alors, pourquoi pas ? Non, là-bas. N'en rajoutons pas. Pardon ?
Une séance du Conseil entièrement diffusée sur Nyon Région Télévision et une séquence qui aujourd'hui fait débat. Élise Buckle pouvait-elle, oui ou non, assister à cette séance? Elle s'est défendue auprès des médias. Elle s'explique ainsi par un mail. Deux préavis importants étaient à l'ordre du jour. Il m'intéressait donc de savoir quels seraient les votes. J'y ai assisté en tant que simple citoyenne. De notre côté, nous avons contacté le Conseil d'État pour savoir quelle est la règle et quelle est la loi, puisque si l'on revient en février et il y a la suspension qui avait été faite, il est écrit « La suspension de Madame Buckle implique pour elle l'interdiction de siéger en séance de municipalité et d'assister aux assemblées du Conseil communal ». Contacté par la rédaction, le Conseil d'État a pris sa décision. Voici sa réponse écrite. Élise Buckle a été suspendue de sa fonction de municipale. Elle n'a donc plus la possibilité d'assister aux séances du Conseil en cette qualité, mais demeure libre d'y assister dans le public comme n'importe quel citoyen. Voilà qui clôt le débat. Quant à nous, nous recevrons demain en plateau le municipal Pierre Vallenne. Pour la première fois de l'histoire de la troupe d'honneur de l'État de Vaud, 10 femmes ont été assermentées dans le corps des chasseurs à cheval. NRTV a assisté à la traditionnelle cérémonie de la prise d'armes des milices vaudoises. Retour sur cette cérémonie haute en couleurs. Aujourd'hui, on a vécu la prise d'armes des milices vaudoises qui était un peu particulière puisque pour la toute première fois de l'histoire, des femmes ont été assermentées. Et puis on a présenté aussi la devise des milices vaudoises pour la toute première fois, c'est-à-dire que quand je dis milicienne, milicien pour l'honneur du canton de Vaud, on me répond avec vigueur, liberté et patrie. C'est pour souder la troupe entre elles. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie? Magnifique, hein, superbe. Ça fait plaisir de vivre un peu les jeunes qui ont la possibilité de nous faire voir, découvrir nos anciennetés. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Beaucoup d'émotions parce que c'est la première où je suis dans le public. Donc comme j'étais l'ancien inspecteur général, voilà, et j'ai vu ça par les coulisses et c'était tout aussi émouvant que d'être devant le rang. Un moment particulier aussi dans votre carrière, vous avez été honoré, expliquez-nous. Alors j'ai été honoré pour mes 35 ans de participation au sein du corps des chasseurs à cheval des milices vaudoises. J'ai participé à toutes les manifestations où les milices étaient engagées. Malheureusement pas beaucoup à l'étranger, mais en Suisse, j'ai parcouru en cortège toutes les villes de ce pays, on peut dire. Ouais. Le tout nouveau pins qui est sorti aujourd'hui. J'ai été nommée membre d'honneur des milices vaudoises parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, je me suis bien occupée des milices vaudoises. On les a accompagnées, le canton a été présent et c'est une grande joie et c'est un grand honneur pour moi d'être membre d'honneur des milices que je retrouverai, je l'espère, à la prochaine prise d'armes. Qu'est-ce que ça dit de la société, justement, le fait que des femmes soient assermentées pour la première fois? Ça dit qu'on a une ouverture d'esprit. C'est aussi une évolution, je pense, puisque les milices vaudoises étaient une troupe assez fermée, liée à l'histoire des anciens militaires, des gens ayant fait l'armée. Et aujourd'hui, on a supprimé la notion de genre dans les statuts des milices vaudoises. Les premières femmes sont assermentées. Il n'est plus nécessaire ni d'être suisse, ni d'avoir fait l'armée pour être membre de la troupe. Donc je pense qu'on évolue avec la société. Ça dit qu'on ouvre les portes à la complémentarité. On redonne aussi honneur aux femmes qui, comme je vous le disais, pendant que les hommes étaient à la guerre, les femmes continuaient à faire tourner, à nourrir et aussi à protéger notre pays à leur façon. Bonne idée, après que les dames se mêlaient de tout. Pourquoi pas des miliciennes aussi? En tout cas, bravo pour elles. Magnifique, on aurait bien voulu les voir un peu, mais il n'y avait pas trop d'espace en fait, on ne voyait pas grand-chose, c'est dommage. Mais ouais, girl power. L'association des milices et l'inspecteur général que j'étais avec l'état-major, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur cet élément. Je ne parle pas de la femme en tant que telle en disant un élément que les choses soient claires. Et c'est vraiment magnifique que ça puisse se faire aujourd'hui et qu'elle soit une dizaine. Ça montre l'engouement et puis aussi l'intérêt de la gente féminine à cette cause. Moi j'avais mon grand-père qui faisait partie des Dragons à l'époque. Puis c'est vraiment un honneur de faire partie de cette troupe et puis d'avoir justement cette opportunité de découvrir en fait ce monde qui était des hommes.
auparavant. Et voilà, et on a eu un très bon accueil et on se réjouit de la continuité en fait, des futures manifestations avec les chasseurs. Selon vous, qu'est-ce que ça dit de la société qu'aujourd'hui des femmes puissent faire partie des rangs ? Alors c'est très bien, c'est qu'il y a un peu d'évolution. Justement dans le corps des chasseurs, là vraiment ils ont vraiment fait un effort aussi pour nous accepter. Et puis franchement c'est vraiment du bonheur, quoi. Vraiment on est contente. Ça représente le renouveau. C'est un choix à faire, ou bien on ferme parce qu'il n'y a plus de candidats masculins, ou moins, beaucoup moins, ou bien on ouvre aux filles et on peut continuer à travailler. Et je trouve que c'est une très bonne solution. On a d'abord des femmes cavalières, c'était le plus facile à trouver. On les a assermentées aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu le faire en 2021 et puis on le fait aujourd'hui avec aussi beaucoup d'émotion. Vous avez vu, il y en avait 10, elles avaient fière allure, c'était très bien et j'en suis très fière. À Gland, c'est le retour du projet du Vieux-Bourg. La municipalité présentera en première lecture ce jeudi lors du prochain conseil. Donc, ce projet, un projet à 16 millions pour une durée de 36 mois de chantier au total dès septembre 2022. Un conseil à suivre lui aussi en direct sur Nyon Région Télévision. Christelle Gironi-Desgard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge des infrastructures pour la ville de Gland. Alors, un projet dont on entend parler depuis très longtemps. Dans les grandes lignes, il nous est enfin présenté, même si on avait déjà eu une première lecture. Là, ça y est, il arrive en première lecture devant le Conseil. À quoi il va ressembler, ce Vieux-Bourg ? Alors, le Vieux-Bourg, il a été un petit peu repensé, puisque, pour rappel, il avait été partiellement retoqué par le Conseil communal en décembre 2020, qui avait débloqué 815 000 francs pour continuer la phase exécution. Et puis, il avait surtout demandé à la municipalité de revenir avec un nouveau préavis, avec les offres rentrée pour pouvoir se projeter au niveau des coûts, avec également la levée des oppositions. Et donc là, maintenant, on est prêt avec quelques nouveautés. Et donc, pour répondre à la question, ce Vieux-Bourg, il sera beaucoup plus vert puisqu'on va y intégrer de la nature en ville. Donc, on a repris le projet, on a imaginé avec notre mandataire où est-ce qu'on pouvait perméabiliser des sols pour permettre l'infiltration de l'eau de manière plus adéquate. Ouais, donc, on voit là justement en image les points où les travaux seront réalisés en sous-sol. Oui, alors évidemment, le gros travail, ça va être les réseaux souterrains, puisqu'aujourd'hui, on doit le faire. On a également une obligation de mettre en séparatif les canalisations donc, dans ce secteur, ce qui va aussi peut-être apaiser un peu la situation avec l'APEC, qu'on connaît bien. Donc ça, c'est le gros du travail. Et puis, la réfection des réseaux nous donne cette possibilité de faire les réaménagements de surface. Ouais, vous dites apaiser la situation. Justement, on sait qu'il y avait eu de nombreuses oppositions, des commerçants qui étaient inquiets aussi, on y reviendra d'ici quelques instants, mais la question qui concernait notamment les places de parc, certains citoyens s'étaient inquiétés, à savoir est-ce qu'il y en aurait moins ? Quelle est la réponse aujourd'hui ? Alors, le bilan est comme indiqué dans le préavis, c'est qu'on a 13 places de parc supplémentaires dans le secteur. Donc, il y a certains secteurs où on va en enlever quelques-unes, mais sous l'administration communale, par exemple, il y a 2 petits parkings qui ont déjà été prévus. Donc, on a un bilan positif au niveau des places de stationnement. Ouais, au niveau des commerçants, justement, beaucoup d'inquiétudes aussi. Il y avait eu tous ces travaux à Rolle, à Copec, qui avaient quelque part bloqué aussi le commerce. Comment aujourd'hui la municipalité glandoise compte soutenir ces commerçants ? Alors, un dispositif d'accompagnement et une enveloppe financière de 400 000 francs ont été inscrits au préavis, justement. Donc, un dispositif qui va être piloté par la promotion économique de la ville de Gland. Donc, il y aura un volet indemnisation, mais aussi valorisation des commerces. Donc, ça va être un peu sous la forme du fonds Covid qu'on avait mis en place pendant la pandémie. Ouais, vous le dites de vous-même, aujourd'hui c'est un beau projet, c'est un emblème, ce cœur historique, mais quand on sait qu'il y a ces préoccupations-là, vous de manière personnelle, vous le vivez aussi, vous étiez conseillère, maintenant vous êtes municipale, le fait d'avoir ce changement et d'avoir ce dossier maintenant dans les mains, est-ce que ça vous a permis d'apprendre certaines choses de manière différente et peut-être d'être rassurée aussi ? Oui, rassurée, mais je pense que j'étais déjà rassurée, c'est quelque chose, ce sont des travaux qu'on doit faire, qui ont été périlleux, il y a eu beaucoup d'opposition, il y a eu beaucoup de discussions du municipal
municipal en charge, Michael Reurer, à l'époque, et on doit saluer ce travail-là, parce que c'était franchement pas évident. Aujourd'hui, on a cette possibilité de pouvoir amener justement quelques petits changements, donc plus de verdure, de remettre au goût du jour, si vous voulez, le projet, pour faire face aussi au changement climatique. Ouais, Christelle Géroni-Desguerre, est-ce que là, c'est votre patte, votre touche à vous, ce côté encore plus vert ? Alors, c'est dans notre programme de législature, on a ce fameux plan climat qui va être communiqué prochainement. L'agenda 21, on a cette trame durable qui est inscrite dans notre programme. Et aujourd'hui, on a, grâce à ce projet, une opportunité de pouvoir appliquer ces actions-là. Plus de verdure, plus de nature, lutter contre les îlots de chaleur, avoir des sols perméables. Et puis également, au niveau du chantier en lui-même, il y a eu une réflexion sur, typiquement, on aura une installation spécifique qui va pouvoir, si les matériaux d'excavation sont conformes, on va pouvoir les réutiliser, les recycler sur place et puis pouvoir remblayer les fouilles et bétonner les canalisations. Ouais, là où je voulais vous aider, peut-être, c'était justement au niveau des lumières. Là, on voit l'image en bas à droite. Là aussi, un travail qui a été fait autour de cette mise en place. Oui, alors bon, on avait entamé une première phase d'assainissement de l'éclairage public il y a quelques années. Ça, c'est donc une deuxième étape pour la partie Vieux-Bourg. C'est la mise en lumière du Vieux-Bourg. C'est passer aussi à des ampoules LED pour baisser les consommations d'énergie. Et puis, en effet, il y aura une troisième phase avec une troisième phase d'assainissement de l'éclairage public avec un plan lumière qui va arriver prochainement et qui va se mettre en route prochainement pour lutter justement contre les nuisances nocturnes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans ce Vieux-Bourg qui sont peut-être incommodées par l'éclairage un peu trop puissant d'aujourd'hui. Eh bien, on va pouvoir jouer avec ça et puis adapter en fait cet éclairage public. Ouais, l'objectif, on le comprend, c'est finalement faire battre ce cœur glandois. Un mot sur le calendrier, c'est lequel ? Alors, le calendrier, le préavis en première lecture ce jeudi au Conseil communal, décision au mois de juin, et si tout va bien, on va pouvoir entamer les travaux cet automne, donc l'été, pour pouvoir préparer. C'est aussi un élément supplémentaire dans ce nouveau projet. C'est tout un dispositif d'accompagnement et de communication qu'on a mis en place et qui va commencer à se déployer à partir de l'été. Christelle Géroni-Desguerre, municipale en charge des infrastructures pour la ville de Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À la maison, donc, vous pouvez suivre le tout en direct sur Nyon Région Télévision, sur notre page YouTube, sur nos réseaux sociaux, mais aussi à l'antenne. Il suffit de prendre votre zappette et de vous brancher sur Nyon Région Télévision. On reste à Gland, mais cette fois-ci avec toi, Alexandre. Voilà, Andrea. Alors, je suis devant ce bâtiment donc, de l'ancien VVF qui accueille des réfugiés ukrainiens ici à Gland. Je suis en compagnie de Vincent Salé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable donc, de ce centre ici d'accueil. Alors, je précise, on ne filme pas à l'intérieur pour respecter la vie privée des réfugiés qui sont ici. Concrètement, ce centre a ouvert au mois de mars. Combien de réfugiés vous accueillez ici ? Alors, au mois de mars, il n'a pas ouvert complètement au mois de mars. Il a ouvert début février. On a accueilli les premières personnes à partir du jeudi 7 février. Avec 49 personnes arrivées ce jour-là, qui était la plus grosse arrivée. Aujourd'hui, on est à 206 personnes. Et on ne reçoit plus d'arrivées pour le moment, le temps de stabiliser un petit peu la structure et tout ce qui touche à la logistique et l'organisation. Et justement, l'organisation, la logistique, comment ça se passe ? Comment ce centre fonctionne ? Alors, c'est un centre qui fonctionne donc des bureaux ont été aménagés ensemble. Les gens sont libres, accéder 24h/24. Et puis, la nourriture est proposée matin, midi et soir avec une équipe d'assistants sociaux sur place, d'intendance, etc. pour répondre un petit peu à toutes les demandes et tous les besoins. Alors, vous avez proposé une visite de cet établissement à la presse tout à l'heure. On a pu voir effectivement tout un tas d'habits et autres matériels, des jeux pour enfants. Et puis, il y a aussi pas mal de chambres. Il y a combien de chambres pour combien de lits à peu près ? Alors, il y en a à peu près une 50aine de chambres, dont des chambres de 6, quelques chambres de 4, principalement des chambres doubles avec lits superposés, organisées sur trois étages, sur 3 niveaux. Un peu répartis en fonction des compositions familiales, de l'âge des personnes, des petits problèmes en lien avec la santé, si on en retrouve, etc. etc. Ouais. Comment vous accompagnez ces gens au quotidien ? Comment vous les sentez ? Alors, ces gens arrivent un petit peu perdus et fatigués d'avoir été déplacés dans plusieurs structures avant d'être
proposer dans une structure un peu plus stable. Donc, on laisse un petit peu ces gens se poser, etc. On a United for You, qui est une grosse association avec beaucoup de gens qui parlent la langue et qui connaissent ces cultures, qui nous aident beaucoup pour l'élaboration d'activités, diriger les personnes, commencer à développer un réseau local. Et puis, du côté EVAM, donc moi, dans mes équipes, j'ai dû engager plusieurs assistantes sociales, dont une assistante sociale que je vais me rappeler de la retraite pour aider, un intendant, où pareil, on dirige les gens, on les aide et on met en place tout ce qu'il y a à mettre en place autour pour le réseau, l'école aussi, etc. Ouais, et la nourriture et tout, comment ça fonctionne ça? La nourriture, donc un tracteur local a été trouvé par la PC Nyon et Gland pour trouver donc un traiteur qui pouvait s'adapter un petit peu à la structure, au nombre de personnes, en sachant qu'on n'a pas de cuisine sur place, vu qu'on est sur un bâtiment administratif. Ça marche assez bien. Reste encore des petits calages avec la population locale pour limiter les pertes et puis le gaspillage aussi. Comment est-ce que ce centre peut évoluer? Est-ce qu'il peut accueillir encore des gens ou bien est-ce que là, à environ 200 personnes, ça devient limite? On est sur une structure qui reste confortable avec ce nombre de personnes. En cas de grosse crise, on pourrait encore monter, mais effectivement, ça amènerait des soucis logistiques et puis en termes de promiscuité, ça serait un petit peu plus délicat. Et comment est-ce que vous appréhendez l'avenir qui est forcément incertain tant que la guerre a lieu? On ne peut pas prédire le nombre d'Ukrainiens qui vont arriver ici en Suisse et ici à Gland. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter? On s'adapte au jour le jour, vu qu'on peut rien prévoir et rien prédire, comme nos politiques d'ailleurs. Donc, on s'adapte au jour le jour. Et voilà, en mode bricolage. Ouais, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, Vincent Salé, de m'avoir expliqué un petit peu comment fonctionne cet ancien VVF ici à Gland. Et puis, Andrea, je reste avec toi. Je vais essayer d'avoir un mot aussi de Philippe Lebas qui venait ici faire un bilan de la gestion de cette crise par le canton de Vaud. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Merci. On passe au sport. Les joueuses d'Union Basket Féminin affronteront Fribourg-Elfic en finale des playoffs ce dimanche. Avec nous pour en parler, deux joueuses, Laure, Margot, Méline, Franchina, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler des objectifs futurs aussi, des préparatifs. On va revenir donc sur cette finale des playoffs grâce à deux belles victoires, il faut le mentionner déjà, face à Troyes-Torrent. Comment vous vous sentez? On se sent déjà super bien. On est hyper contente d'avoir gagné cette demi-finale sur 2 matchs. C'était vraiment l'objectif, de ne pas les gagner en 3, mais vraiment en 2, comme ça, c'était fait. Et puis, on a fait du bon travail sur ces 2 matchs. Du coup, c'est encourageant pour ces finales. Ouais, comment ça se joue justement des playoffs? Parce que là, on parle de ne pas les gagner en 2, mais 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on joue ces playoffs finalement? Alors, en demi-finale, c'est sur 3 matchs. Du coup, c'est la première équipe qui gagne 2 fois. Et pour les finales, c'est sur 5 matchs. Du coup, c'est la première équipe qui gagne 3 fois. Ouais. Méline, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence justement lors de ces 2 derniers matchs? Je pense que collectivement, on a vraiment répondu présente. Donc, au niveau de l'équipe, il y a eu vraiment une très bonne performance. Et on a aussi mis beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on voulait, justement, comme Laure le disait, finir en 2 matchs. Donc, on a vraiment réussi à dérouler notre jeu, à défendre dur, à attaquer avec beaucoup d'intensité. Et ça s'est bien passé. Ouais, une saison qui vous a aussi mis en confiance, puisque vous avez terminé 2e du classement général. Comment vous la résumez, cette saison? Alors franchement, une super saison. On s'attendait, au début de saison, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et si on peut comparer à l'année passée, c'est vraiment deux saisons différentes. Là, on a gagné pratiquement presque tous les matchs. La confiance était là, l'ambiance d'équipe, elle était super. Et du coup, mentalement, ça aide. C'est pour ça qu'on en est là. Ouais, l'arrivée d'un nouveau coach aussi, Hakim Salem, aussi l'assistante Caroline Turin. Qu'est-ce que ça a apporté de différent selon vous? Je pense que ça a vraiment changé complètement la dynamique. On est reparti un peu à zéro, même si on avait un peu le même bassin de joueuses. On a recommencé à travailler sur de nouvelles bases. Et ça a vraiment mis l'équipe dans une super intensité. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ADN d'Union Basket Féminin a changé quelque peu? Oui, vraiment. Je pense que c'est plus du tout pareil que la saison dernière. C'est vraiment pas comparable. Ouais, qu'est-ce qu'il fallait changer et qu'est-ce qu'aujourd'hui il vous tient à cœur de jouer, de mettre en avant comme basket? Je pense qu'on joue vraiment un basket très collectif où tout le monde est impliqué. Donc l'équipe, c'est quelque chose de très important et c'est des valeurs que les 2 coachs ont vraiment bien réussi à nous inculquer. Ouais, alors Laure, ce match donc face à Fribourg ce dimanche, sur quels aspects vous avez voulu travailler? Alors, on va déjà travailler sur l'intensité, le physique, parce qu'on sait que Elfic est une équipe hyper physique qui se bat bien sur le terrain. Du coup, on va bien travailler là-dessus et puis
tactiquement aussi, on va devoir travailler là-dessus. Ouais, on sait que c'est les tenantes du titre, mais vous pouvez les battre, hein, vous l'avez déjà fait. Donc là, quelle stratégie il va falloir adopter ? Faudra penser déjà au match qu'on avait gagné en début de saison. On avait pu les déjouer. Là aussi, c'est sur 5 matchs. Du coup, c'est pas seulement un seul match. Faudrait gagner une fois chez elles pour être en confiance, ensuite gagner à Nyon et puis avoir cette finale. Ouais, le fait de jouer justement à l'extérieur, à Fribourg, est-ce que ça vous met un petit peu la pression, Méline ? C'est clair que c'est plus agréable de jouer à la maison. Après, elles ont l'avantage du terrain parce qu'elles l'ont gagné en étant première du championnat. Et je pense justement qu'il faut qu'on aille chercher un match chez elles pour ensuite pouvoir jouer 2 matchs chez nous. Ouais, revenir pleine de force pour la suite des matchs, justement. Est-ce qu'il y a déjà des dates à annoncer ? Donc voilà, ce dimanche, on l'a compris, à Fribourg, mais est-ce qu'il y a d'autres dates à annoncer que vous pouvez déjà nous communiquer ? Alors, mercredi prochain, le 11, aussi à Fribourg, à 8h. Et ensuite, ce sera à Nyon le dimanche d'après, à 17h. Le 15, oui, je crois, exact. Si j'ai juste, voilà, le compte est bon, c'est pour moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Méline Laure, pour le Nyon Basket féminin, l'équipe qu'on salue évidemment, et puis on est derrière vous les filles. Merci. Du sport, on passe à la danse d'ici quelques instants, mais avant ça, petite interlude avec toi, Alexandre. Est-ce que du coup tu as trouvé Monsieur Lebas ? Non, pas encore. Non, c'est le défilé des journalistes, donc je vais devoir patienter un tout petit peu pour pouvoir l'interviewer. Pas de souci, voilà, mes danseuses sont sur le plateau, donc on va pouvoir passer à la fête de la danse. 17e édition déjà pour célébrer le plaisir de la danse. Au menu donc des cours, des spectacles dans plusieurs villes de Suisse romande et dans toute la Suisse, dans la région à Nyon, Gland, Hérol. Les villes participent également. Avec nous pour en parler, Natacha Garcin et Maude Farugia. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, cette fête de la danse, on sait que c'est maintenant une tradition, mais pourquoi pour vous c'est important d'y participer de manière personnelle déjà pour vous, Natacha ? De manière personnelle, en tout cas pour la compagnie, là on a proposé un projet accessible et puis c'est surtout de pouvoir le présenter à beaucoup de monde parce que la danse contemporaine, il y en a dans certains endroits et puis là c'est le moyen de déployer la danse pour beaucoup de public, pour beaucoup de monde qui n'ont pas forcément l'occasion de découvrir la danse ou de la connaître. Ouais. Maude, justement, la danse, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas encore vraiment ? Je pense que ça parle de plus en plus à tout le monde et ce qui est intéressant en plus dans la fête de la danse en particulier, c'est qu'aussi, par exemple à Rolle, en fait, il va y avoir beaucoup de performances et de performances surtout qui seront à plusieurs endroits en fait. En dehors en fait des salles où on a l'habitude aussi de voir des spectacles de danse et ça je pense que c'est aussi intéressant parce que ça permet de démocratiser beaucoup l'accès à la danse quoi. Oui, alors rendez-vous donc du 11 au 15 mai. Maude, vous êtes co-créatrice et interprète pour la compagnie Perché. Qu'est-ce que vous allez présenter lors de cette fête de la danse ? Alors, en fait, la compagnie, elle s'appelle Compagnie d'un instant et notre création s'appelle Perché. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une co-création avec Nalini Menamkat, qui est la metteuse en scène. Et Perché, en fait, c'est une solo-performance multidisciplinaire puisqu'elle présente autant de la danse, du théâtre que de la musique. Et c'est aussi beaucoup ce qui se fait actuellement dans la danse contemporaine, une autre manière encore de aussi inviter, je pense, le public à s'ouvrir à la danse contemporaine. Et donc Perché, c'est l'histoire d'une femme qui atterrit sur la planète de la solitude, qui découvre un terrain un petit peu hostile, l'apprivoise, se sent de mieux en mieux, et puis les doutes et le jugement commencent à apparaître. Et donc voilà, en fait, c'est un peu une réflexion sur le sentiment de solitude et toute l'ambiguïté et la complexité qui va avec. Ouais, la danse contemporaine, on sait que parfois certaines personnes ont un peu d'a priori à se déplacer, à voir ce genre de spectacle. On a parfois l'impression que le public essaye de comprendre ce qui se danse. Est-ce que vous rejoignez ces propos, Natacha ? Ça, c'est très intéressant parce que justement, on cherche à comprendre. Et puis ça, c'est vraiment dommage dans le sens où, en fait, c'est ressentir, c'est se laisser aller, c'est se laisser porter. C'est comme devant une œuvre d'art ou un tableau. Il y a des œuvres où peut-être on se demande aussi de la réflexion, c'est pas ce que je veux dire, mais on cherche toujours à intellectualiser, comprendre. Mais c'est de l'art et puis c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on reçoit. Ouais, quand on met en scène justement un spectacle de danse, est-ce que justement on cherche à intellectualiser le geste ou non, on ressent ? Comment vous le vivez, vous, quand vous créez ces spectacles de danse ? Moi, je suis moins dans une démarche intellectuelle, entre guillemets, même si je pense qu'il y a beaucoup de facettes en fait, dans la danse contemporaine. On peut avoir un concept, quelque chose à intellectualiser. Moi, je pars plutôt dans le sens, la créativité, puis le sens va venir après, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ouais, Maude, vous nous avez présenté quelque chose de très poétique. On va découvrir ce que Natacha propose d'ici quelques instants. Mais par rapport à cette intellectualisation du mouvement, comment vous le vivez, vous ? Avec Nalini, en fait, on a travaillé, en effet, nous, on s'était plutôt donné un thème qui nous était cher, et c'était le sentiment de solitude
d'une femme en particulier. Mais après, en fait, on travaille beaucoup à partir de l'improvisation pour justement aussi quand même sortir de l'intellectualisation, parce que je pense que pour la création, c'est un peu complexe. On n'est quand même pas en train de faire une thèse de philo. Donc on part d'abord de l'improvisation du mouvement, de l'improvisation du texte, de la musique. Et en fait, à partir de ça, on commence à créer en fait la trame du spectacle, quoi. Ouais. Natacha, vous présentez donc le spectacle Origamis en compagnie d'eux. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors déjà, j'ai créé cette pièce avec Marie-Élodie Gréco. On est 2 chorégraphes associés. On travaille beaucoup avec le jeune public. Et on présente une forme à partir de 2 ans, mais qui est pour tout le public. Et voilà, ça s'appelle Origamis. Donc on est parti sur l'idée de la grande page blanche. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette grande page blanche qu'on va petit à petit plier, qui va amener la danse, des situations, des événements, avec un musicien en live. Donc on travaille aussi sur comment on crée le son, comment on crée le mouvement. Donc ce musicien... Ça laisse place à de l'improvisation aussi? Alors, c'est pas tout à fait de l'improvisation, non, c'est quand même composé, écrit. Non, c'est quand même écrit, mais bon, voilà, il y a toujours une petite marge de choses qui se créent avec le public qui est là. Les façons d'interpréter, des petits mouvements. Enfin, heureusement, voilà, le spectacle vivant, c'est ce qui est magique, c'est jamais 2 fois le même spectacle, parce qu'on interagit et puis voilà. Ouais. Et on se laisse vivre et on profite de ces moments-là. Pour les dates et le lieu, où est-ce qu'on donne rendez-vous aux gens? Alors, moi, j'ai 3 lieux, il faut que je me concentre. Donc, mercredi, c'est à la bibliothèque de Gland à 14h. Samedi matin, c'est à la bibliothèque de Rolle à 11h. Et dimanche après-midi, c'est au Grenier Bernois à Morges à 15h30. Voilà qui est dit. Pour vous, Maud, quelles sont les dates et les heures, les lieux qu'on peut donner? Alors nous, on est les deux sur l'esplanade du château à Rolle, juste devant le lac. Et ce sera le samedi 14 mai à 14h et à 16h. Ouais, tout le programme est évidemment sur le site internet de la Fête de la Danse. Rendez-vous donc du 11 au 15 mai. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée à vous. Alexandre, on retourne à toi. Est-ce que cette fois-ci, ça y est, tu es en compagnie de Monsieur Lebas? Oui, eh bien, je suis effectivement Monsieur Philippe Lebas. Bonjour. Bonjour, merci monsieur. D'être avec nous sur Nyon Région Télévisions. Alors, vous avez donné ici une conférence avec le Conseil d'État dans ce bâtiment ici d'accueil de réfugiés à Gland pour faire un bilan de l'accueil des réfugiés dans le canton de Vaud. Alors, globalement, question assez large, ce bilan, quel est-il? Alors, aujourd'hui, il y a 3500 réfugiés ukrainiens qui sont entrés dans le canton de Vaud. Nous partons sur le principe qu'il y aura 6000, c'est le scénario privilégié par le Conseil fédéral. Il faut donc adapter les structures de l'EVAM pour pouvoir héberger cette population aux côtés de l'effort extrêmement généreux de la population suisse qui accueille chez elle des réfugiés. Ouais, on disait d'ailleurs, vous le disiez vous, pardon, en conférence, c'est 70% des réfugiés qui sont accueillis dans des familles d'accueil et 30% dans des centres comme celui-ci, des centres comme ce qui existe là à Gland, dans cet ancien bâtiment du VVF. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être créés dans le canton et peut-être dans le district? Alors, en 2 mois, nous avons déjà ouvert 900 places supplémentaires spécialement consacrées aux Ukrainiens et dans les jours qui suivent, 300 en plus seront ouvertes. Donc, il y aura 1200 places d'hébergement supplémentaires en 2 mois. C'est donc considérable. À côté de ça, s'ajoute le programme d'intégration scolaire, parce que 40% de cette population est composée d'enfants en âge de scolarité, et puis 40% de femmes. Il faut donc tenir compte de cette spécificité. Il y a également la mise en place du dispositif sanitaire, parce que c'est une population qui sort d'un conflit avec les traumatismes que ça peut générer, avec les problèmes visuels de santé. Tout ça est pris en charge, tout cela est opérationnel. C'est donc un défi colossal. Un défi d'ailleurs, donc vous travaillez avec la Confédération. La Confédération s'occupe de tout ce qui est, on a dit, permis de séjour S, et puis une part des financements, et le canton de Vaud s'occupe justement de l'accueil. Alors, les cantons s'occupent de l'accueil, des questions sanitaires, des questions scolaires et des questions d'intégration. Tout ça, c'est la tâche des cantons, et évidemment de l'hébergement. C'est donc des missions qui sont très, très importantes. Et encore une fois, il s'agit de doubler la capacité d'accueil du canton de Vaud en quelques mois. C'est ça le défi auquel nous aujourd'hui, justement, est-ce que vous diriez que la situation est contrôlée, et comment vous appréhendez la suite qui est justement forcément difficile à prévoir? La situation est contrôlée, j'en veux pour preuve que personne ne dort dehors. Il y a donc un toit sur chaque Ukrainien ou chaque Ukrainienne. Cela, encore une fois, grâce
aux efforts conjugués de l'administration et des particuliers. C'est ça, c'est ce qui nous permet de tenir le choc. Maintenant, nous déployons des efforts continuels pour augmenter la capacité d'accueil et d'hébergement de l'EVAM. C'est à quoi nous travaillons. Je vous remercie beaucoup, Merci M. Lebon, de Merci m'avoir accordé quelques moments. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire donc sur ce centre d'accueil à Gland. Merci beaucoup, Alexandre. Très belle journée à toi. À la maison, c'est tout pour cette quotidienne. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle soirée à tous.